Marty et Averse s'inviteront sur l'ensemble des Alpes. Excellente soirée, merci, à demain. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20, l'information régionale suivie de l'édition nationale. En Savoie, les usagers sont toujours privés de train entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice. Suite aux éboulements du mois d'avril, survenu à Moutier, le grand chantier de sécurisation de la voie ferrée est en cours. Il se poursuivra jusqu'à l'été. Premier grand couac dans la majorité municipale de Grenoble. Après un conseil houleux hier autour du marché de l'éclairage public de la ville, des frondeurs se font entendre et critiquent haut et fort le choix du maire Éric Piolle. Et puis de Megève à Saint-Tropez, au volant de voitures prestigieuses, la première édition de la Megève Saint-Trope a vu le jour aujourd'hui avec une première étape de 95 km de route empruntant 4 cols sans aucune pression, sinon celle des pneus à surveiller. Carole Gessler sera aux commandes de l'édition nationale à 19h30 avec deux principaux titres, 4 visages à la une de l'actualité, 4 figures de la résistance qui sont entrées en fin d'après-midi au Panthéon. Geneviève de Gaulle-Antonios, Pierre Brossolette, Germaine Tillon et Jean Zay. François Hollande leur a rendu hommage, rappelant qu'ils incarnaient les valeurs de la République. Et puis des membres de la FIFA ont-ils été corrompus pour l'attribution de la Coupe du Monde de foot de 2018 et 2022 ? 9 responsables ont été arrêtés en Suisse. Ils sont soupçonnés d'avoir touché des dessous de table pour influencer le vote en faveur de la Russie et du Qatar. Dans les Alpes, l'hommage à Geneviève Antonios de Gaulle a été particulièrement suivi. Cette résistante, nièce du général de Gaulle, a donc fait son entrée au Panthéon aujourd'hui. Une entrée célébrée jusqu'à Cluses, en Haute-Savoie, au collège qui porte le nom de la résistante. Maxence Regnault et Dominique Semet. L'hommage a retenti dans la France entière, mais peut-être encore un peu plus fort en Haute-Savoie. Car depuis le début de l'année, les élèves du collège Geneviève Antonios de Gaulle ont travaillé, appris, découvert la vie de celle qui a donné son nom à leur établissement. Et ce matin, c'était l'heure tant attendue de la récitation devant le préfet de Haute-Savoie, mais surtout devant d'anciens résistants. Entre chants, recueillements, discours, biographies, les élèves ont pu montrer que ce travail a représenté bien plus qu'un simple apprentissage scolaire. Ça m'a marqué parce que je ne m'attendais pas qu'à notre âge, il y en a qui puissent être réfugiés face à la mort chaque jour. Donc oui, ça nous a changé. Je trouve ça courageux qu'elle ait pu mettre sa vie en danger pour les valeurs de la France. On s'est même parfois mis à leur place et on a trouvé ça choquant, bouleversant. Ce matin, certains élèves manquaient tout de même à l'appel. Ils étaient à Paris pour les cérémonies d'hommage aux 4 résistants faisant leur entrée au Panthéon. Près du cercueil, ils ont représenté la Haute-Savoie et le collège Antonios de Gaulle. Ça a coloré les cours d'histoire, notamment en classe de 3e. Et au-delà, ça a coloré l'action éducative du collège. Nous avons pu l'évoquer notamment à travers la semaine d'éducation contre le racisme et la discrimination. Et je pense qu'on est dans les racines de la Haute-Savoie. Sur l'esprit de résistance, la Haute-Savoie s'est libérée toute seule. Je pense qu'on est dans le cœur de ce qui fait la Haute-Savoie et ce qui fait la République. Après une Marseillaise chantée par tous les élèves du collège, le dernier hommage rendu à Geneviève Antonios de Gaulle a pris la forme d'une caricature. Et quoi de plus beau qu'un symbole du passé lié à jamais à ceux du présent. En Savoie, entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice, les usagers du train doivent encore patienter. Une partie de la ligne a été endommagée par un éboulement au début du mois d'avril. Depuis, de grands travaux ont été engagés. Ils devraient se poursuivre jusqu'à la mi-juillet. Cédric Picot, Franck Serroni. Les rails sont de nouveau en place. Les caténaires flambant neuves. En tout, 400 mètres de ligne ont été restaurés. Depuis un mois, quelques trains de fret circulent ici, à nouveau, mais les passagers attendront encore quelques semaines. On n'accepte pas de faire passer des voyageurs sur nos lignes s'il n'y a pas un niveau très élevé de sécurité. Donc pour l'instant, la politique, c'est de ne pas faire passer les voyageurs, les trains, tant que les filets anti-sous-marins qui nous empêchent les tirs au but de petite importance n'ont pas été remis en place.
Au début du mois dernier, près de 500 mètres cubes de roches se sont décrochés de la Saulcette. Depuis, la pente a été purgée et de nouveaux filets de protection sont sur le point d'être installés. 2 fois plus résistants qu'avant, ils devront protéger les trains et la zone commerciale en contrebas. En attendant, les voyageurs doivent prendre la route entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice. Chaque jour, 20 bus transportent près de 900 personnes sur ce tronçon. Un trafic qui pourrait être augmenté avec l'arrivée des premiers vacanciers. Pour le début de l'été, on a un TGV, 2 TGV certains week-ends et on mettra en place bien évidemment les moyens de substitution pour prendre en charge nos clients de la meilleure des façons comme on a pu le faire ces derniers jours en basse saison ou alors lors des derniers week-ends de fort trafic d'hiver. Le chantier de la ligne devrait se poursuivre jusqu'à la 2e quinzaine de juillet. Le coût total de l'opération est toujours en cours d'estimation. Politique avec la suite du feuilleton sur l'éclairage public de la ville de Grenoble. La municipalité a souhaité confier le marché à un groupement privé suite à un appel d'offres. La délibération a eu lieu hier soir au conseil municipal. Elle a été adoptée, mais plusieurs élus de la majorité ont voté contre. Et pour la première fois depuis l'élection d'Éric Piolle, des divergences éclatent au grand jour. Aurélie Massé, Vincent Abran. Jusqu'à présent, officiellement pas de divergence. Les colistiers d'Éric Piolle votaient les délibérations à l'unanimité. Mais cette fois, sur le dossier GEG, l'unité vacille. D'un côté, ceux qui ont voté pour l'attribution du marché de l'éclairage public au consortium Vinci Bouygues. De l'autre, ceux qui s'y opposent, comme Antoine Bach. Dans un communiqué, le mouvement Front de Gauche auquel appartient cet élu dénonce une mauvaise décision. Mais devant la caméra, c'est un autre discours. Nous avons conscience effectivement que ça puisse heurter les habitudes héritées. Mais c'est pas comme ça que nous fonctionnons, nous faisons de la politique autrement. Restons focus sur l'avenir. Et l'avenir pour Grenoble, c'est le plan Lumière. La nouvelle municipalité estime que le service s'est dégradé pendant les mandats de ses prédécesseurs. Elle veut donc améliorer le patrimoine existant et réduire les factures d'énergie, même s'il faut pour cela privatiser l'éclairage public. Les choix de nos prédécesseurs, nous n'en sommes malheureusement pas responsables. Nous les dénonçons fortement, nous les avons dénoncés à l'époque. Et puis il y a un principe de continuité du service public dans lequel nous sommes malheureusement pris. Et on avance au mieux des intérêts des Grenoblois avec les cartes que nous avons en main. À GEG, l'éclairage public fait travailler 15 personnes à temps plein. Elles seront repositionnées sur d'autres activités. Mais au-delà, l'UMP s'interroge, qu'adviendra-t-il de cette société dont la ville est le principal actionnaire? Il y a quand même 435 salariés. 435 salariés qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir parce que leur président, M. Fristo, leur actionnaire majoritaire, la ville de Grenoble, ne les soutiennent pas et au fond veulent mettre à mal leur cœur de métier. Situation d'autant plus étonnante quand on sait que cet élu a aussi intenté un recours contre la concession qui lie pendant 30 ans la ville de Grenoble aux distributeurs de gaz et d'électricité. Difficile d'y voir clair. Tout autre chose maintenant avec cet exercice grandeur nature impressionnant à l'aéroport de Genève. C'était hier soir, la reconstitution d'un crash aérien la plus réaliste possible avec des figurants pour jouer les nombreuses victimes. Il s'agissait avant tout pour l'aéroport de tester la réactivité et la bonne coordination de ses services de secours. Jordan Guéant, Maxime Kemener. Minuit à Genève, top départ de l'exercice. Un Airbus A330 s'est crashé en bout de piste, victime d'un choc avec plusieurs oiseaux. Une carlingue disloquée, en feu, des victimes nombreuses à secourir. L'urgence est immédiate, le scénario ultra réaliste. Ces 2 dernières années ont connu pas mal d'accidents dans le domaine de l'aviation, même si ça reste le moyen le plus sûr, en tout cas au niveau du transport en commun. Et la seule chose, on s'est fondé pour écrire ce scénario sur la base de faits réels. Dans l'avion, 203 passagers, 13 membres d'équipage au sol, le chaos des mannequins pour simuler les morts, mais surtout 90 figurants pour autant de blessés. S'il vous plaît, on veut de l'aide là. Moi, je peux rien faire. On veut de l'aide là, s'il vous plaît. Donnez-moi quelque chose pour la douleur. Des blessés à sauver car sur le tarmac, l'horloge tourne. Comme en conditions réelles, des victimes finissent par mourir.
tenir la bouche ouverte. Il a des grosses brûlures, il respire plus, il a la peine, la fumée. Moi, ça va, j'ai quelques brûlures au visage, au bras, à l'épaule, mais ça va, je m'en sors. Ouais. Dans le scénario, il est prévu exactement 129 morts d'emblée, représentés par des mannequins, et 90 figurants qui ont été instruits avec des degrés divers de blessures, leur pronostic dépendant de la réponse sanitaire de ce soir. Du déploiement des secours à la pollution des eaux, des coupures électriques à la saturation du réseau téléphone, une nuit durant, tous les paramètres sont testés, éprouvés. 750 personnes mobilisées avec un objectif, créer des réflexes en cas de drame réel. Nous testons tant la compétence individuelle de chaque cellule, de chaque service, que leur capacité effectivement à travailler ensemble. Mais ce soir, il n'y a pas d'exercice réussi ou raté, il n'y a qu'une expérience nouvelle qui nous confronte à des problèmes que nous n'avions encore jamais mis en scène. Un exercice rare sous les yeux d'arbitres pour mieux débriefer, mais à l'heure des comptes, un bilan plutôt lourd. 129 morts au départ, 147 au bout de la nuit. 18 personnes n'ont donc pas pu être sauvées. Genève, toujours, où les astronomes suisses de l'Observatoire sont les pionniers des exoplanètes, des planètes situées hors de notre système solaire. Ce sont eux qui ont détecté la première exoplanète en 1995. 20 ans après, le Muséum de Genève consacre une exposition à l'anniversaire de cette découverte. C'est l'objet de la chronique scientifique du jour. Elle est signée Xavier Schmitt et Franck Serroni. Un télescope de l'Observatoire de Genève. Il a été utilisé jusqu'à la fin du XXe siècle. Discrètement mais brillamment, les astronomes suisses participent à l'exploration du ciel. Ils préparent le lancement d'un satellite, Khéops, en 2017. Il est dédié à la spécialité helvétique, les exoplanètes. Les planètes qui gravitent en dehors du système solaire. La grande surprise, c'est de voir la diversité non seulement des planètes, mais des systèmes planétaires. La première planète qu'on a trouvée, elle a la taille de Jupiter, mais elle tourne en 4 jours autour de son étoile. Et maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est les caractériser, c'est de savoir comment elles sont faites, comment elles ont été faites et quelle va être à peu près leur évolution. La première exoplanète a été détectée en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz, 2 astrophysiciens genevois. Ils ont relancé une quête millénaire commencée dans l'Antiquité. Le Muséum de Genève fête les 20 ans de la découverte. Une exposition allie en beauté la recherche scientifique et la part du rêve. Près de 2000 exoplanètes ont été dépistées à ce jour. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer vraiment une ambiance très noir-blanc, de développer une identité visuelle très forte pour que les gens en fait suivent ce long parcours depuis le jour finalement où on s'est posé la question de savoir s'il existait d'autres mondes dans l'univers et puis le jour où on les a trouvés ces autres mondes. Impossible encore de voir ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Elles se cachent à des années-lumière dans notre galaxie, la Voie lactée, et leur rayonnement est très faible. Les exoplanètes sont repérées indirectement grâce à une batterie d'instruments et d'ordinateurs couplés au télescope. Les Suisses disposent notamment de 2 observatoires au Chili et aux Canaries. On a besoin d'avoir beaucoup de planètes pour faire des modèles, pour faire des simulations numériques qui peuvent nous expliquer un peu comment tout ça s'est formé. Tous les appareils qui sont mis en place en ce moment, c'est pour chercher des planètes Terre. Non seulement des planètes Terre, mais des planètes Terre dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire que là où il ne fait pas trop chaud, là où il ne fait pas trop froid, pour qu'on ait de l'eau liquide indispensable à la vie. Les exoplanètes livrent de plus en plus de secrets. Leur masse, leur taille, leur composition, elles n'en finissent pas d'étonner les astronomes et de nourrir leur espoir de déceler un jour une vie extraterrestre. Retour sur Terre, en montagne, avec la projection ce soir à l'auditorium du musée de Grenoble du film Face Nord de Jean Afanasieff, un film qui raconte le duel au sommet entre Christophe Profit et Éric Escoffier, 2 alpinistes qui rivalisaient d'audace dans les Faces Nord célèbres des Alpes au début des années 80. Bonsoir Jean-Michel Asselin. Bonsoir. Alors vous êtes écrivain alpiniste, vous serez à cette soirée bien sûr, avec notamment ce nouveau livre que vous sortez aux éditions Guérin qui s'appelle Éric Escoffier, un grand combat. Alors dites-nous, ce grimpeur, cet alpiniste Éric Escoffier, pour mémoire, c'est donc un grimpeur de l'extrême qui se
qui s'est lancé dans un duel assez inédit à l'époque. Oui, exactement. Éric Escoffier va renouveler avec Christophe Profit vraiment le genre de l'alpinisme. On est un peu dans une période de déclin. Les seuls souvenirs qu'on a, c'est Bonatti, des maisons, et c'est essentiellement dans des drames, des choses comme ça. Mais eux, ils vont apporter cette espèce de petit plus que va être la compétition, le vrai duel, entre eux, sur des faces nord, et ça va bigrement intéresser un public assez large. C'est pour ça qu'ils vont faire la une de tous les journaux, de Paris Match à l'Express, etc. Donc ils vont être vraiment dans un contexte très différent de tout ce qu'on a vécu. Et le vainqueur, c'est Christophe Profit, finalement, qui réussit l'enchaînement des faces avant Éric Escoffier. Éric Escoffier qui, du coup, derrière, va vivre une vie incroyable. D'abord, il va être victime, quelques années après, d'un accident grave de voiture. Oui, alors Éric Escoffier qui possède un palmarès étonnant, parce que c'est le premier, quand même, être humain à faire 300 mètres 8000, dont le fameux K2, en quelques 18 jours. Après, ça se dégrade un tout petit peu. Il va vivre une année 87 terrible. Il rate la trilogie. Et en plus, il va se planter en voiture dans les gorges de l'Arly très très violemment. Il va en sortir hémiplégique. Alors, handicapé, hémiplégique, et pourtant, il ne renonce pas à la montagne. Et c'est là que c'est un peu incroyable. Il va défier tous les pronostics médicaux et il va se lancer. Son problème n'est pas de remarcher. Son problème est de retourner en montagne. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, quelques mois après, eh bien, il va marcher, faire du VTT, refaire du parapente, et puis on va le retrouver sur des sommets, y compris des sommets de 8000 mètres, puisqu'il réussira, par exemple, le Shoyu, 8201 mètres, au Tibet, son 5e 8000. Alors ce livre, c'est à la fois un portrait de ce sportif surdoué, mais en plus, vous avez cherché à comprendre cette vie qu'il a eue. Eh bien, j'ai cherché à comprendre pourquoi un être qui était à ce point doué, effectivement, va se retrouver dans ce sommet, on va dire, de trop, qui est le Broad Peak, au Pakistan. Pourquoi se lancer dans cette aventure alors que visiblement, il pense à toute autre chose? Il pense à sa compagne qui est enceinte, il n'a pas de temps, il n'a pas envie. Même si à une époque, on l'a un peu taxé de trompe-la-mort, de suicidaire. Ce sont des mots qui on est loin d'un personnage comme ça. Éric Escoffier, c'est un sportif de haut niveau. C'est quelqu'un qui vient de la gymnastique, donc de la rigueur. Et contrairement à son petit air un peu je touche à tout et j'ai l'air de rien, en fait, c'est quelqu'un de très, très ordonné. Voilà, à découvrir donc ce livre, Éric Escoffier, Un grand combat de Jean-Michel Asselin. Puis je rappelle cette soirée avec la projection de ce film de Jean Afanasieff, ce soir 20h à l'auditorium du musée de Grenoble. Merci Jean-Michel Asselin. Merci à vous. Merci. Et j'en profite pour vous présenter un autre livre aux éditions Guérin. Ça s'appelle Amour scandaleuse au Mont Blanc. C'est un livre qui a été écrit par Marcel Pérez et qui raconte la conquête du Mont Blanc par les femmes, et notamment l'anglaise Isabella Stratton, qui a réalisé la première hivernale du Mont Blanc. Une idée cadeau pour la fête des mères. On passe maintenant à la suite à l'occasion de la 3e fête de l'Estampe. Je vous propose de visiter l'atelier de gravure de Marilyn Mangione à Grenoble. Sa dernière exposition, Anima, Animus, Animalum, est visible toute cette semaine. C'est rue Abbé Grégoire. On y découvre une série de portraits surprenants que vous allez découvrir avec Jean-Christophe Pain et Yves Marilot. Estampe. Image imprimée, le plus souvent sur papier, à partir par exemple d'une gravure. Sur bois, carton, cuivre, zinc ou plexi. Mais Marilyn, elle, préfère l'aluminium. Elle le découpe plus facilement. Aujourd'hui, Marilyn puise dans ses multiples carnets de croquis le visage d'un passager endormi, croisé dans le train. Dans une partie de mon travail aussi, on retrouve beaucoup de gens avec des yeux fermés, en fait, qui sont peut-être endormis, inconscients, assoupis, morts. La mort en soi, hein, c'est quand même un truc inconnu. On sait qu'on va y aller, mais on ne sait pas grand-chose de ça, quoi, hein. Et en même temps, ce qui me plaît là-dedans, c'est de s'en rappeler, parce que je trouve que dans le monde actuel, des fois, on oublie qu'on est juste là dans un passage très court, et des fois, on devient très, très, très mégalomane en oubliant ça. Donc j'aime bien me le rappeler, et puis j'aime bien le rappeler un peu aux autres. Marilyn aime se laisser guider par le hasard. Après les arts déco et les arts appliqués, elle a d'abord beaucoup peint sur toile.
Depuis quelques années, Marilyn se consacre à l'estampe, l'art de la révélation, de la surprise. On ne contrôle pas tout, hein. Tous les éléments sont importants, la pression de la presse, l'ancrage, l'essuyage, comment on a marqué la plaque, tout rentre en ligne de compte et tout est un peu contrôlé, mais pas complètement. Du coup, il y a une part d'aléatoire qui est quand même énorme et qui permet aussi des possibilités énormes en fait. La possibilité de réaliser des séries de portraits qui ne sont jamais tout à fait les mêmes, et pourtant jamais complètement différent. C'est le charme troublant de l'estampe, un art dont Louis XIV en personne vantait l'ornement, le plaisir, la curiosité. Et maintenant, une première qui semble promise un bel avenir. La Megève Saint-Trope Classique a débuté cet après-midi dans la station de Haute-Savoie. Il s'agit d'une épreuve réservée aux voitures anciennes. Au programme, 800 km de parcours sans chrono, juste pour le plaisir de la belle mécanique. Bernard Portugal, Jean-Pierre Rivet. Les chromes brillent de mille feux et les peintures sont rutilantes. Ces voitures sont de véritables bijoux, choyés, époussetés, nettoyés, bichonnés par des propriétaires passionnés. Mais moi je trouve que c'est intéressant de les montrer et de les sortir et pas les laisser dans un garage. Bon, il y a des multimillionnaires qui préfèrent les garder dans les garages et pas les montrer. Nous on essaye de les sortir un petit peu. Puis on a la chance d'avoir le beau temps, donc c'est parfait. Porsche, Jaguar, Mercedes ou Aston Martin, des véhicules prestigieux nés au siècle dernier, mais prêts à affronter sans sourciller les routes des Alpes. Au programme de ce Megève Saint-Tropez, 800 km en 5 étapes, 20 cols mythiques et beaucoup de bonne humeur. C'est d'esprit de convivialité déjà avant tout, parce qu'il est vrai qu'il n'y a pas une notion du tout de vitesse, ni de notion de régularité. Donc on a agrémenté, nous, l'épreuve avec des épreuves plutôt ludiques, avec des gymkhana, avec des épreuves quand même de régularité, et puis des petites questions au contrôle de passage qui vont être sur la culture générale ou le roadbook. Donc je pense qu'avec le temps qu'on va avoir, les concurrents vont en prendre plein les yeux et c'est le but. Rouler les cheveux au vent et en prenant le temps de contempler le paysage sans se soucier du chronomètre. Au volant de ces belles anciennes, le bonheur s'égrène au fil des kilomètres et le plaisir de la conduite se savoure sans modération. C'est les souvenirs d'enfance surtout. C'est-à-dire que c'était la voiture de nos 20 ans. V12, Type E, 1973, j'avais 23 ans. Et maintenant, voilà, j'ai ma petite auto et j'emmène mon copain en vacances. Et c'est génial. Les 42 véhicules se sont élancés du centre-ville de Megève pour une première étape de 95 km, une mise en jambe en douceur, avant de mettre cap au sud en direction de Saint-Tropez. Le groupe Testament à la Belle Électrique de Grenoble. C'était l'événement hier soir pour les fans de musique métal. Ce groupe californien des années 80 et son trash metal cacophonique a fait salle comble. Grégory Lespinasse et Dominique Bourget étaient de la fête. I have to say, it's a pleasure and an honor to be playing here. I understand it's the first heavy metal show in this place right here tonight. Gros son, grosse guitare et une foule venue acclamer ses idoles. Testament à Grenoble, il y a encore quelques temps, c'était impossible. Mais avec l'ouverture de la Belle Électrique, les métalleux tiennent eux aussi leur lieu de pèlerinage. On est d'abord une salle de concert généraliste, éclectique. C'est une ligne artistique ou de conduite qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est celle qu'on défend. Et le métal en fait partie, ça fait partie des musiques amplifiées, des musiques actuelles. Et c'est aussi ce qu'on défend. Alors effectivement, c'est moins facile que d'autres esthétiques. Il y a peut-être moins de groupes, c'est un peu plus compliqué à faire. Il faut peut-être que ça demande encore plus de culture musicale. Mais comme quoi on est capable et puis ça rassemble, on fait complet ce soir. Une salle complète, 900 personnes pour une esthétique musicale qu'on dit parfois à la marge. C'est compliqué de pouvoir être médiatisé par les grands médias. Ça commence, mais ça a toujours été une bataille pendant des années. Ça a toujours été un style qui a été
considéré comme underground, mais qui en même temps générait un public toujours nombreux et toujours là, et toujours fidèle depuis des années. I've been doing festivals for almost 30 years in Europe. Je fais des festivals depuis près de 30 ans et je dois dire que le Hellfest est probablement l'un des meilleurs en Europe. Donc la France a un formidable événement et je crois que la scène métal progresse grâce à ce festival. En tout cas, Grenoble se souviendra longtemps du passage de Testament. Et puis, il faut bien avouer qu'avec tous ses doigts en l'air et ses cheveux qui s'agitent, pas de forêt de téléphone portable dans la foule. Et pour le spectacle, c'est pas plus mal. Et après ce gros son, une image. Et quelle image? Un panorama du Mont Blanc dans lequel vous pouvez zoomer à volonté pour y découvrir des détails surprenants avec une définition de 365 gigapixels. C'est à découvrir sur notre site alpes.france3.fr. Je vous rappelle ce premier titre développé dans le Journal des Alpes ce soir. En Savoie, les usagers du train devront encore patienter. Après les éboulements d'avril, la voie ferrée Moutier-Bourg-Saint-Maurice est toujours en chantier. Un chantier de sécurisation qui durera jusqu'à l'été. À suivre l'édition nationale, Carole Gessler, le Grand Soir 3, c'est autour de 23h avec son supplément régional. Demain midi, Pauline Allo